Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International pour un autre programme de ce dimanche 4 août, l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Megouin. Lisa Dufaux et Sasa pour On en parle à Taïwan. Alors cette semaine, nous allons parler de différentes choses, des choses dégustatives ou des choses plutôt tristes, on pourrait dire. Alors de mon côté, j'ai préparé un sujet sur un thème très à la mode en ce moment à Taïwan en raison des Jeux Olympiques et notamment d'une boxeuse taïwanaise et on redoute encore une fois de nouveau de son genre. Voilà. Quelques insultes à l'international. Oui. On doute de son genre. On doute, pardon, oui. Elisa moi, je vais vous parler des autochtones et du métro de Taoyuan. Et du métro de Taoyuan, ok. Je vois pas encore trop le lien, mais tu nous diras. Non, les autochtones sont dans le métro de Taoyuan. Et ça Et de mon côté, je vais vous parler du chef étoilé André Tiang, qui prend sa retraite. Mais en fait, il part pour jeune, mieux revenir. En fait, il va plutôt, disons, fermer son restaurant pour se consacrer plutôt à la transmission de ses connaissances et de son savoir-faire. Alors, par quoi commençons-nous ? Par quel sujet ? Comme vous voulez. Je sais pas, moi, j'aimerais bien savoir le lien entre les autochtones et le métro de Taoyuan. Ok, on y va. Alors, en fait, le métro de Taoyuan... Qui relie donc l'aéroport de Taoyuan à la gare de Taipei, a annoncé une activité de promotion très, très spéciale pour la journée des peuples autochtones, qui est célébrée chaque année à Taïwan le 1er août. Et à l'occasion de cette journée, les passagers du métro pourront voyager gratuitement s'ils portent des vêtements autochtones traditionnels. Pardon ? Oui. Ok. Donc tous les voyageurs du métro. Voilà, et ce de manière illimitée. Donc, c'est quand même 150 NT l'aller et 300 l'aller-retour. Donc, 4,50 € l'aller et à peu près 9 € pour aller-retour. Donc, c'est une offre quand même intéressante. C'est pour le métro qui va jusqu'à l'aéroport, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Entre la gare centrale de Taipei et le métro de Taoyuan. Et c'est pour on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout d'ailleurs. C'est pour encourager les gens à acheter des vêtements aborigènes. Voilà, et à prendre le métro. Et donc, cette offre vaut pour la période qui va du 1er août au 7 août, donc une semaine au total. Et elle n'est pas limitée aux passagers autochtones, donc tous les passagers qui portent des vêtements autochtones traditionnels. Et plus précisément, pour pouvoir profiter de cette offre, il faut porter soit un vêtement en haut, soit en bas, soit les deux bien sûr, enfin, soit un pantalon, soit un... Et on a le droit de se mettre comme les Tao de l'île des Orchidées ou pas ? En fait, c'est ce à quoi j'ai pensé. Si les gens viennent qu'avec un bas et qui viennent juste avec leur pagne. Je ne sais pas s'ils ont pensé à cette opportunité, à cette éventualité en fait. Je pense que ça ferait un contraste assez intéressant. Bah ouais, mais bon, en été, je pense que ça doit coller au siège. Bref. En tout cas, c'est vrai que les habits traditionnels des autochtones sont très jolis. Voilà, donc il suffit de se présenter au guichet de n'importe quelle station et de montrer qu'on est habillé avec des habits traditionnels pour pouvoir passer gratuitement, sans carte ou jeton. Et cette activité coïncide également avec l'inauguration le 1er août à l'occasion de la journée des peuples autochtones d'un parc international autochtone industriel, culturel et créatif. Vous savez, c'est les fameux parcs taïwanais. Oui, parc culturel et créatif. Voilà. Je connaissais pas le mot. Où il y a beaucoup de commerce. Pas industrie, peut-être. C'est plus industrie culturelle et créative. Je pense que c'est dans ce sens. Ouais, c'est ça. Oui. Industrie culturelle. Je vois mal qu'on associe industrie. Oui. C'est l'innovation dans la culture. Voilà. Et donc, ce parc, il est situé au niveau de la station de métro A17. Donc, à Taipei. À Taoyuan. À Taoyuan, voilà. D'accord. Et à l'occasion, donc le décor, la station a été décorée de motifs aborigènes taïwanais. Et bien sûr, dans le parc, on peut retrouver des magasins, des restaurants de thème aborigène. Enfin voilà, toujours les trucs pour te faire acheter, quoi. C'est traditionnel à Taïwan. Malheureusement, c'est souvent ça, en fait. Même ce qu'on n'a pas très loin de RCI.
au parc Florali. Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. C'est surtout... Le parc Huashan, le parc Songshan, c'est un peu toujours la même... Oui, c'est beaucoup de souvenirs et de la gastronomie en fait. La commercialisation de la culture, quoi. Voilà, c'est ça, c'est bien résumé. C'est dommage qu'on ne peut pas prendre le métro gratuitement avec une bouteille de l'alcool de mi. Je pense que pour moi, c'est un peu plus accessible. Pour prendre l'apéro dans le métro, mais on ne peut pas boire dans le métro. Pas encore, oui. Donc, il devrait peut-être faire ça d'ailleurs. Une journée où on peut boire dans le métro. Ce serait pas mal. Jusqu'à Dame Chouet pour finir la bouteille. Avec toutes les chansons. Bref, j'invite les auditeurs à suivre mon émission sur le karaoké où je parle de cette chanson à Dame Chouet. Ah, d'accord. Le karaoké et le Nakashi. La semaine prochaine plutôt. Ok. Et cette année également, la ville de Taoyuan organise une fête de la moisson commune pour tous les autochtones de Taïwan en octobre. Et ça aussi, ce sera organisé dans un théâtre proche de la station. Bon, c'est un concept qui me semble un peu étrange, parce que j'ai pas l'impression que tous les autochtones à Taïwan ont une fête de la moisson, mais je pense que c'est plus une volonté pour la ville de montrer que voilà, elle promeut la culture autochtone. J'ai l'impression qu'elle encourage les commerces et tout ça. C'est toutes les collectivités locales qui ont des peuples autochtones organisent ce genre de fête une fois par an, mais de manière en alternant, changeant les villes en fait. Okay. Donc, et ça me semble bizarre que ce soit en octobre aussi. Parce que souvent, les fêtes de la moisson, c'est plus en été. Donc franchement, j'ai pas trop compris le concept. On récolte de tout, en fait. Voilà. La récolte de l'argent. Pardon, c'est un peu gratuit, mais bon, bref. C'est le cas de dire. Non, mais de toute façon, je pense que toutes les collectivités locales essayent d'organiser des fêtes pour les peuples autochtones, en fait. Donc, quelles que soient les raisons, c'est bien, en fait. Et en tout cas, cette semaine, on a pas mal parlé des peuples autochtones, puisqu'il y a eu d'abord la dissolution de la commission de justice transitionnelle pour les peuples autochtones qui est intervenue mercredi. Donc, toutes ces responsabilités, toutes les tâches de la commission ont été transmises au gouvernement. Parce que la commission appartenait au palais présidentiel, en fait. Voilà, c'est ça, c'était sous l'autorité du bureau présidentiel. Donc là, ça va changer. Et il y a aussi eu une annonce du président Lai Ching-te qui a annoncé 5 directions ou 5 priorités en matière de politique autochtone, avec en premier la revitalisation des langues, ensuite la santé, enfin l'accès à la santé, la promotion de la culture, la promotion des talents, c'est-à-dire fournir des opportunités professionnelles notamment aux autochtones, notamment les jeunes qui veulent soit travailler en ville, soit qui veulent rester dans les villages. Et en dernier, le développement durable. Donc voilà, c'était les 5 directions principales. Et on peut noter que la priorité est accordée aux langues. En tout cas, dans le discours, la priorité, c'est les langues. Le président a dit que sans les langues, sans les langues, il n'y avait pas de groupes autochtones. Je trouvais que c'était intéressant. Mais du coup, c'est une déclaration qui est quand même, qui oblige à une certaine action. Et donc, on va voir s'il y a vraiment une politique qui suit, parce que c'est une déclaration qui est forte quand même. Mais comme on l'avait vu dans les émissions, notamment où on avait parlé des conférences de la linguiste Elisabeth Zeytoun, qui est spécialiste des langues austronésiennes à Taïwan, c'est pas facile en fait de mettre en œuvre ces politiques parce que en fait il faut aussi que les communautés elles-mêmes aient envie de parler ces langues, et comme s'il n'y a pas la fierté d'appartenir à une communauté autochtone, ou s'il n'y a pas l'occasion de les utiliser, c'est très compliqué en fait de faire revivre des langues qui sont, pour certaines, pas toutes, mais pratiquement perdues, quoi. D'ailleurs, c'était intéressant dans le discours, il disait le président a justement dit que le gouvernement voulait revitaliser les langues de tous les groupes autochtones pour que chaque personne autochtone puisse parler sa langue maternelle et aussi en être fière. Donc il y avait aussi cet élément-là qui était dans le discours. Donc voilà, on va voir si ça va changer quelque chose.
À suivre. J'ai l'impression que le gouvernement aime annoncer des politiques linguistiques. Oui. Je pense que c'est toujours très facile à le faire sur papier, en fait. Mais donc, en plus, il y a plusieurs annonces en parallèle, parce qu'il y a toujours l'objectif de Taïwan, nation bilingue en 2030 avec l'anglais. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'objectifs, quoi. Puis, comment les faire tous en même temps, c'est pas facile. Non, donc on va voir comment ça va aboutir, en fait, d'ici 4 ans. Est-ce qu'il y aura des progrès, en fait? Voilà, c'est surtout ça. Voilà, c'est donc notre premier sujet. Et le deuxième sujet je te laisse parler des Jeux Olympiques, parce que c'est quand même l'actualité. Les Jeux Olympiques, c'est pas très drôle, dans le sens où beaucoup de Taïwanais sont furieux en ce moment. En fait, on sait que les Jeux Olympiques ont débuté et la boxe a commencé aussi. Et à Taïwan, il y a une boxeuse qui s'appelle Lin Yuting, qui a 28 ans. De l'apparence, elle fait très garçon. Si on regarde que les photos, c'est vraiment... j'ai eu des doutes, en fait. Je me demande comment on peut être aussi masculin en tant qu'une fille. Mais bon, ce qui s'est passé récemment, c'est que l'ancien boxeur de Irlande, Barry McGuigan, j'espère que je prononce bien, et aussi l'écrivaine de Harry Potter, Rowling, ont publié sur les réseaux sociaux pour critiquer le problème des femmes qui semblent être trop hommes et qui sont sur les rings aux Jeux Olympiques. Je vois pas ce que l'autrice de Harry Potter vient faire là-dedans. Oui, elle est connue en fait pour faire des déclarations sur les trans. Je crois c'est quoi le terme? C'est transphobe, en fait, je crois. Oui, elle est souvent accusée de transphobie. Oui, et du coup, heureusement, le comité olympique international et le comité olympique de Taipei ont défendu cette boxeuse en précisant que ça fait plus de 10 ans qu'elle est sur les compétitions internationales et que cette fois-ci, pour Paris, elle a passé des épreuves, des tests nécessaires pour être qualifiée, pour pouvoir, je crois que ça s'appelle, respecte les règles d'éligibilité, en fait, de pouvoir monter donc sur le ring. Et... En tout cas, ce qui se pose le problème, c'est qu'en 2023, Lin Yuting avait remporté la médaille de bronze au championnat mondial. Et par la suite, cette médaille a été annulée en disant que, justement, elle n'avait pas réussi à passer le test biochimique sans plus de précision donnée. Et par la suite, Taïwan a contesté ce jugement, mais on attend toujours la suite. En fait, cela n'est pas nouveau que sur les terrains de sport, des athlètes femmes sont souvent remises en question pour être trop masculines. Alors, j'ai appris en préparant ce sujet que dans les années 50, l'Organisation internationale de l'athlétisme pouvait faire défiler les femmes athlètes nues pour être sûre qu'ils sont... Voilà, c'était dans les années 50. Et par la suite... Et les hommes, non. Par la suite, dans les années 70, disons que les hommes trop féminins ne sont pas forcément avantagés dans le sport, en fait. Et ensuite, à partir des années 70, il y a le test de chromosomes qui était sorti. Mais le problème, c'est que ce n'est pas 100% fiable dans le cas où certaines femmes peuvent avoir tout de même des chromosomes Y. Et aujourd'hui, on utilise des tests utilisés, c'est surtout la concentration de testostérone, donc c'est le test d'hormones, et qui peut exister naturellement dans les deux genres, chez les hommes et chez les femmes, et seulement chez les hommes, c'est un niveau de concentration beaucoup plus élevé. Je pensais pas qu'il y avait de différents... Enfin, que c'était possible d'avoir une femme avec des chromosomes d'homme, quoi, mais bon, c'est après... Ça pouvait... Oui, c'est un écart assez important, en fait, entre la concentration, et cette hormone permet, en fait, justement, avoir plus facilement de muscles. C'est pour ça qu'on peut avoir des doutes, et aussi la densité osseuse, et ça favorise aussi la production de globules rouges, donc l'oxygène dans le sang. Donc en gros, ça favorise la performance sportive. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des doutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes ne sont pas nées de manière naturellement très féminin ou très masculin. Les hormones présentes dans le corps de nombreuses personnes sont intrinsèquement
incompatible avec la gamme normale de sexe biologique. C'est-à-dire, ça s'appelle en français DDS, ça s'appelle différence de développement sexuel. Donc, de manière plus courante, on appelle ça intersexe. C'est-à-dire, une personne peut être née avec les deux caractéristiques de genre, en fait. Oui, voilà. Mais tu peux ne pas être intersexe, oui. Et avoir quand même des niveaux de testostérone plus élevés que la moyenne des femmes. Tout à fait. Donc, ça veut dire que beaucoup de critères entrent en jeu pour déterminer ou pas. Et du coup, donc, c'est déjà arrivé à l'international, par exemple pour la coureuse de l'Afrique du Sud, Caster Semenya, en fait, aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et elle n'a pas pu participer à certaines épreuves. En fait, il y a plusieurs femmes qui sont dans les luttes internationales depuis longtemps, en fait, pour être reconnues comme femmes. Après les critiques internationaux vis-à-vis d'elle et une autre boxeuse algérienne, cette fois-ci, Lin Yuting n'a pas vraiment... c'est pas prononcé, en fait, cette fois-ci. Mais elle avait déjà dit aux médias taïwanais que sa carte d'identité commence par le chiffre 2, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le système de carte d'identité à Taïwan, le numéro. J'imagine que c'est comme en France, il y a aussi 1 et 2 pour... Voilà, et du coup, 1 c'est pour homme et 2 c'est pour femme. Donc ça veut dire qu'à la naissance, elle était reconnue comme femme, en fait. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez clair, en fait. Elle n'avait pas remplacé le carte d'identité et c'est un 2, donc dès l'enfance, elle était reconnue. À la naissance, elle était reconnue comme un bébé-fille. Donc, je ne sais pas comment ça va tourner pour l'instant pour elle. En tout cas, le comité olympique international dit qu'elle a répondu à tous les critères nécessaires pour participer aux JO. Mais c'est vrai qu'à Taïwan, il y a beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, mais bon, quelques personnes... pour lesquelles je me suis vraiment demandé si c'était une femme ou un homme. J'ai mis beaucoup de temps à savoir. Ça peut arriver, alors que ça m'arrive moins souvent en France, je ne sais pas. Mais, parce que peut-être aussi, on est culturellement plus habitué en France. Mais peut-être à Taïwan, un peu, c'est une culture, une physionomie différente. Donc parfois, c'est plus difficile... Et d'après les données que j'ai trouvées, justement, des personnes qui sont nées de DDS, en fait, de développement... différence de développement sexuel, il y en a 1 sur 5000 en fait, donc ça peut vraiment arriver et c'est vrai que ces personnes ont plus de facilité de briller dans le domaine du sport, en fait, c'est sûr. Voilà. C'est donc le sujet qui fâche, qui rend les Taïwanais fâcheux en ce moment. Fâchés, voilà, pardon. Ok, du coup on termine sur la gastronomie. Oui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chef étoilé André Tiang, qui a 48 ans, il prend déjà sa retraite. Wow. C'est un jeune qui prend sa retraite. Ça fait rêver, hein. Oui. Mais bon, il part pour mieux revenir en quelque sorte. Et avant de vous parler de tout ça, je vous dis que pour moi c'est un petit défi. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce sujet. Je me suis dit j'avais envie de choisir quelque chose de très nouveau pour moi. Il est formé en France, non ? Ah oui, je vais tout vous dire sur lui. D'accord, on fera tout. Oui, parce qu'en fait, d'habitude, je ne m'intéresse pas trop au sujet gastronomie et tout ça. Mais ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est que justement, il arrêtait son restaurant à Taipei pour se consacrer à la transmission des savoirs et savoir-faire en gastronomie pour la nouvelle génération. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et en faisant des recherches, donc, j'ai appris plein de choses. Donc, son nom en mandarin, c'est Jiang Zhengcheng. Et c'est vrai qu'il a un profil international, mais il est né à Taïwan. Apparemment, il a grandi au Japon. Et c'est avec sa mère qu'il a appris à cuisiner au départ. Et ensuite, il s'est formé en cuisine française. Il pensait rester quelques mois en France pour se former. Et finalement, il est resté 15 ans en France. Donc, j'imagine qu'il parle français. On n'a jamais eu l'occasion de l'interviewer, en fait. Ah, il faut aller faire un reportage dans sa future académie l'année prochaine. Je pense qu'il sera peut-être un peu plus accessible. Enfin, j'espère. Et donc, il a travaillé, quand il était en France, dans un restaurant 3 étoiles Michelin qui s'appelle Le Jardin des Sens et qui était dirigé par Jacques et Laurent Pourcel. Et donc, en restant 9 ans dans ce restaurant, il a gravi tous les échelons pour parvenir au poste de chef de cuisine. Donc, c'est quand même pas mal.
Et il a également travaillé en France pour la Maison Trois Gros, pour l'atelier de Joël Robuchon et le restaurant Pierre Gagnère notamment. Et donc, après avoir travaillé en France, il est allé travailler dans un hôtel de luxe aux Seychelles. Et là, en fait, il avait un peu plus de liberté pour faire ce qu'il voulait comme cuisine. Donc, c'est là qu'il a mis au point ce qui est un peu sa touche personnelle. Et c'est ce pourquoi il est connu. En fait, c'est la combinaison de 8 éléments dans sa cuisine. Dans la plupart de ses menus, il veut combiner 8 éléments. Donc, pureté des aliments, salé, artisanal, méridional, avec un travail sur la texture, que ce soit unique, aussi qu'il y ait quelque chose qui soit lié à la mémoire et au terroir. Donc, dans tous ces plats, dans tous ces menus, il faut qu'il y ait ces éléments. Comment ça, méridional ? Je sais pas, je pense qu'il aime bien la cuisine méditerranéenne. Peut-être, ouais, je sais pas. Méridionale. Je peux pas te le dire parce que j'ai jamais été manger là-bas. Trouve, en fait. Oui, c'est ça. On est toujours au sud de quelque chose. C'est pas la gastronomie du pôle Nord, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que la cuisine du Sud, c'est toujours plus alléchant que, tu vois, dans l'imaginaire qu'on peut s'en faire, tu vois, que la cuisine du Nord. C'est plus léger, on va dire. Oui, plus léger. Alors, en 2014, il a ouvert son restaurant à Taipei qui s'appelle RAW, R-A-W, et qui a été classé 2 étoiles par le guide Michelin et qui est souvent présenté comme le meilleur restaurant de Taipei. Mais je ne peux pas le savoir puisque je n'y étais. Enfin, je ne l'ai jamais testé. Mais il est passé avant Taipei à Singapour, non ? Tout à fait. Ouais. Je crois que oui, j'ai oublié de dire, de 2010 à 2018, il a dirigé aussi le restaurant qui s'appelle André, comme son nom, qui était 2 étoiles Michelin à Singapour aussi. Tout à fait. Donc, pour revenir à son restaurant à Taipei, la description qu'en fait le guide Michelin, c'est que déjà au niveau du décor, c'est futuriste. Il y a de grandes sculptures en bois en forme de nuages. Et le menu, qui est composé de 10 plats, mais bon, vous imaginez bien que c'est des tout petits plats, quoi, parce que sinon, c'est pas des portions énormes. Il faut avoir mangé pour aller... Il faut manger avant, en fait. Non, je plaisante. Donc, son menu, qui est composé de 10 plats, est inspiré de ses voyages à travers le monde et il change aussi selon les saisons, parce que c'est avec toujours des légumes de saison. C'est ça qu'il appelle la pureté, en fait. C'est toujours faire appel à des légumes locaux et de saison. Et donc, selon le guide Michelin, André Thiang réinvente la cuisine taïwanaise avec des assiettes élégantes et un mélange stimulant de saveurs, de textures et de températures. Mais il est très difficile de réussir à réserver une table. Il faut s'y prendre apparemment très en avance. D'accord. Et donc, je suis allée voir un peu son site internet et donc, de ce restaurant. Et il met en avant le fait que c'est de la bistronomie de style taïwanais. Bistronomie. Alors la bistronomie, moi je connaissais pas, mais apparemment c'est la cuisine inventive s'inspirant des classiques du bistrot. Voilà, du coup, le classique du bistrot taïwanais. Pour moi, les bistrots, c'est de la cuisine, qui est classique, pas trop compliquée, mais comme les bistrots qu'on a en France. Mais bistronomie, c'est inventif, donc c'est. En fait, c'est ce que tu veux, non, je sais pas. J'ai du mal à suivre. Je sais pas ce que c'est bistrot taïwanais, en fait. Écoute, je pense qu'il faut que tu profites de son menu dernière danse. D'accord. Parce que là, donc, il va entrer dans c'est la dernière période pour réserver dans son restaurant. Donc, il a concocté un petit menu dernière danse à partir du 16 août jusqu'au 9 novembre. Mais peut-être qu'il y aura encore une petite période après parce qu'apparemment, son restaurant ne fermera que le 31 décembre. Et on peut déjà commencer à réserver pour ceux qui ont envie de tester, de goûter. Et petite question, ça coûte combien le menu ? Alors, j'ai pas réussi à savoir, mais sur son site internet, il est noté que c'est un prix raisonnable. En revanche, sur les guides culinaires pour les restaurants à Taipei, normalement, il peut y avoir 5 niveaux de prix. Et là, il est au 4e niveau. D'accord. Donc voilà, on peut dire que c'est pas le 5e niveau, mais c'est quand même dans des tranches assez élevées. Je vais regarder si j'arrive à trouver. Alors voilà pour le personnage. Donc on peut dire que André Thiang, c'est quand même l'un des plus grands chefs d'Asie. Et il a eu tellement de prix et de récompenses que là, franchement, on pourrait pas toutes les citer parce que ça prendrait au moins 3 minutes.
Et donc, je vais directement vous parler de ce qu'il a annoncé fin juillet, donc qu'il prenait sa retraite, qu'il va donc fermer son restaurant à Taipei à la fin de l'année et se consacrer entièrement à la formation d'une nouvelle génération de cuisiniers de haut niveau. Donc, en fait, RAW, ça va devenir une académie internationale de gastronomie. Mais ce sera pas, ce sera lucratif quand même. C'est pas. Oui, c'est sûr, tout à fait. Mais donc, ce sera international, mais le but, c'est quand même de former majoritairement des cuisiniers taïwanais. Alors, pourquoi ce choix ? Donc, André Tiang, il a confirmé que tous les 10 ans, il réfléchissait à donner une nouvelle direction à sa carrière. C'est pour ça qu'il était revenu à Taïwan, en fait. Je crois, c'était ça aussi. Oui. Et donc là, il a commencé à réfléchir à sa carrière et il a dit qu'il ne voulait pas vraiment abandonner la gastronomie, évidemment, mais au contraire la faire rayonner davantage. Et aussi, il a pris conscience qu'il ne pouvait pas vraiment faire bouger le monde de la gastronomie tout seul ou avec juste 1 ou 2 restaurants à Taïwan. Et donc, pour faire évoluer la scène culinaire taïwanaise, il voudrait essayer de cultiver plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de nouveaux chefs taïwanais. Et donc, ça permettrait, selon lui, à la fois de faire évoluer la scène culinaire taïwanaise, mais aussi de mieux l'intégrer sur la scène internationale, et donc de renforcer le soft power de Taïwan dans le domaine gastronomique. Alors là, je vois au niveau des prix, par exemple, le menu en 2021, c'était 3 500 par personne. En fait, j'ai trouvé... Ça fait à peu près 100 €, un peu plus de 100 €. J'ai trouvé par rapport à la Let's Dance de André Tiang. Il propose donc, c'est tout un menu avec 4 apéritifs, 12 plats. Oh, wow. Mais je pense que c'est des petits, des petites portions et de l'eau. 7 888 $ taïwanais, il faut ajouter 10%. 7 800 donc pour une personne? Une personne, oui. Donc là, moi, je vois 3 500 et... Là, c'est pour la Last Dance. Oui, Last Dance, c'est Last Chance, donc c'est plus cher. Voilà, donc ça fait plus de 8 000 $ taïwanais, ça ferait plus de 200... Presque 300 €. Presque 300 €. Sans le vin. Sans le vin, oui. Waouh. Bon, il faut comparer par rapport au prix à Taïwan, en fait. C'est pas... en France, peut-être 300 €, ça peut arriver, mais à Taïwan, c'est extrêmement rare. 300 €, même en France, c'est très cher. Hein. Oui, bien sûr, c'est cher, mais c'est très rare à Taïwan. C'est ça que je veux dire, en fait. Oui. Effectivement, il a dit qu'il aime bien changer tous les 10 ans. Donc, après 10 ans de restaurant, André, il était passé à RAW. Il a dit c'est une nouvelle décennie pour RAW qui commence. Du coup, il faut changer d'orientation. Donc, il se lance dans la transmission, en fait. Ouais. Et donc, on aura sûrement, dans quelques années, plein de petits chefs cuisiniers gastronomiques taïwanais. On saura à 58 ans qu'est-ce qu'il va faire, en fait. Parce que, imaginons qu'il ne va pas s'arrêter là, en fait. C'est pas quelqu'un qui s'arrête régulièrement, en fait. Ouais. Mais bon, en 10 ans, je pense qu'il aura quand même l'occasion de former pas mal de personnes avec toute l'expérience qu'il a. Et puis, comme il parle probablement français, il a eu toute cette expérience de 15 ans en France quand même. On peut peut-être penser qu'il va peut-être établir des coopérations avec quelques centres de formation en France aussi. Je sais pas, on va suivre ça. Il faut espérer qu'on arrivera à l'interviewer en fait par la suite, si jamais l'occasion se présente. Moi, ça m'intéresse surtout de l'interviewer sur son menu Last Dance, surtout si on est invité. Là, je pense que d'après ce que j'ai vu, c'est difficile quand même. Oui, j'ai l'impression aussi, malheureusement. Mais si on peut faire un tour dans la cuisine, c'est bien aussi. Voilà, c'est ainsi que s'achève, on en parle à Taïwan de cette semaine. Le temps passe très vite avec 3 sujets très différents, variés, mais tous de l'actualité à Taïwan. Merci de votre écoute. C'était Meg Wang. Sasa. Elisa Dufaux. Pour Radio Taïwan International.